Il n'a fallu que 180 secondes, une poignée de mots, le temps d'une respiration, et l'équilibre de l'Europe en a vacillé. Olaf Scholz, fidèle à son rituel, venait de livrer un nouveau sermon aux allures de diktat. Il croyait avoir une fois de plus relégué la France au rang d'élève dissipé. Comme à l'accoutumée, il attendait le silence poli, la soumission feutrée. Mais soudain, Sébastien Lecornu s'est levé. Et ce qu'il a dit a figé les regards, figé les gestes, figé le temps. Ce n'était pas une escarmouche protocolaire, c'était une rupture. L'instant précis où Paris a brisé les chaînes invisibles de l'autorité berlinoise. Scholz, qui pensait avoir tendu un filet, a découvert qu'il s'y était lui-même empêtré. Bruxelles, quartier européen. Ce matin-là, l'hémicycle ne bourdonnait pas, il vibrait. 27 figures de pouvoir cravate ajustées et dossiers en main s'étaient installées autour de la grande table ovale. Officiellement, on venait parler d'économie. Budget, croissance, stabilité. En réalité, tout le monde avait compris qu'il s'agissait d'un duel feutré entre deux géants du continent. D'un côté, la rigueur doctrinaire de Berlin, de l'autre, le pragmatisme nerveux de Paris. L'Union européenne allait assister à un bras de fer diplomatique aux allures de règlement de compte. Olaf Scholz était entré dans l'arène avec le calme de celui qui croit déjà avoir gagné. En patron de l'économie européenne, il se savait en terrain conquis. Depuis des années, les capitales pliaient sous le poids de ses chiffres et de ses principes. Il s'attendait à une rediffusion du même scénario, un discours, quelques objections, puis le consentement résigné. D'autant plus que la France, minée par ses troubles internes, semblait affaiblie. Ce qu'il ignorait, c'est que son vis-à-vis, Sébastien Lecornu, n'était pas venu pour écouter. Pendant que Berlin peaufinait son plan, Paris préparait sa riposte. Lecornu n'allait pas négocier, il allait frapper fort, et le seul indice visible de cette offensive imminente. Le petit sourire en coin d'un certain Emmanuel Macron, témoin silencieux de ce qui s'apprêtait à exploser. Dès les premières minutes, le ton est donné. Olaf Scholz prend la scène comme un acteur en terrain conquis. Voix posée, gestuelle rodée, il déroule son discours avec cette confiance tranquille qu'offre le poids du PIB allemand. Chers partenaires de l'Union, lance-t-il d'un ton professoral saturé de condescendance familière, nous traversons des temps incertains. La rigueur budgétaire n'est plus une option, c'est un impératif. Le message est clair et le sous-texte l'est encore plus. La France dépense trop, l'Allemagne c'est mieux. Un grand classique du registre berlinois. En quelques phrases, Scholz récite le catéchisme austéritaire déficit français, pointé du doigt, relance critiquée, orthodoxie budgétaire érigée en dogme. Une leçon d'économie version Made in Germany servie bien tiède mais toujours indigeste pour Paris. Scholz pense avoir verrouillé la discussion, planté ses griffes, mais à sa grande surprise, Lecornu ne rentre pas dans le jeu. Pas un froncement de sourcils, pas une riposte immédiate. Il griffonne, observe, écoute. Puis, avec un calme presque déroutant, il lève les yeux. « Monsieur le chancelier, avez-vous terminé ?» La question tombe courtoise, mais chargée d'électricité. Dans la salle, le silence devient dense. Lecornu se lève alors lentement avec la précision d'un fauve prêt à bondir. « J'aimerais, si vous le permettez, formuler une réponse à vos remarques. » Et c'est à cet instant précis que le décor bascule. Les 3 minutes qui suivent vont faire trembler les fondations du leadership allemand. « Monsieur le chancelier, » entame Lecornu d'une voix aussi tranquille que tranchante. « Vous évoquez la rigueur budgétaire ? Quel noble discours, surtout de la part d'un pays dont la richesse s'est construite en siphonnant celle des autres. Le silence devient palpable. Les regards s'échangent incrédules. Dans la salle, personne n'a l'habitude d'entendre l'Allemagne recevoir ce genre de flèche en plein cœur. Mais Lecornu ne s'arrête pas là. Il ouvre calmement sa serviette, en extrait un dossier épais. « Peut-être qu'un petit rappel vous sera utile, » poursuit-il imperturbable. « 300 milliards d'euros. C'est le montant de votre excédent commercial annuel. Et cette manne ne tombe pas du ciel. Ce sont vos voisins européens, ceux-là même, que vous sermonnez aujourd'hui, qui remplissent vos caisses en achetant vos produits. » Scholz tente un contre-feu concernant les échanges commerciaux, mais Lecornu le coupe net sans la moindre hésitation. « Pas maintenant, monsieur le chancelier. J'ai enduré vos sermons technocratiques pendant des années. Il est temps que vous vous taisiez et que vous écoutiez. » Le climat change instantanément.
Ce n'est plus un dialogue poli, c'est un duel. Votre vision de l'économie. Une leçon d'égoïsme camouflée sous des dehors vertueux. Vous vendez l'austérité comme une vertu cardinale pendant que chez vous, vous écrasez les salaires pour dominer le marché. Vous dénoncez nos déficits tout en profitant sans vergogne de notre consommation. Et là, Lecornu touche un air à vif. Les regards se tournent, les esprits s'échauffent, un mélange d'effroi et de fascination traverse la salle. Aucun dirigeant jusqu'à aujourd'hui n'avait osé bousculer Berlin de cette manière. Mais ce qu'il y a de plus spectaculaire dans votre duplicité, enchaîne-t-il tranchant comme un scalpel, c'est votre obsession énergétique. Vous parliez d'autonomie européenne tout en creusant un pipeline vers Moscou pour engraisser Poutine. Silence de plomb. C'est le coup fatal. Une vérité brutale jetée au visage de l'Allemagne. Scholz figé, blêmi sous les projecteurs. Monsieur Lecornu, vous déformez les faits. La tentative de Scholz pour reprendre la main est aussitôt fauchée. « Ah bon? Et je tords quoi exactement ?» réplique Lecornu sans laisser passer une seconde. « Vos liens énergétiques douteux avec le Kremlin, votre passivité honteuse face à l'Ukraine, ou peut-être votre silence bienveillant quand Moscou s'agite aux frontières. » Scholz essaie de recoller les morceaux. L'Allemagne a toujours... Mais Lecornu frappe à nouveau plus sec que jamais. L'Allemagne a surtout toujours mis ses contrats commerciaux au-dessus de l'intérêt général européen. Puis d'un ton acide. Et c'est vous aujourd'hui qui venez nous faire la morale sur la responsabilité collective. Allons donc, c'est presque risible. Dans la pièce, l'air est devenu électrique. Les traducteurs peinent à suivre la cadence enflammée. Les caméras s'emballent, et pourtant Lecornu ne lâche rien. L'assaut verbal n'est pas terminé. Souhaitez-vous qu'on aborde votre gestion chaotique de la crise migratoire? Ou préférez-vous qu'on parle de votre refus obstiné d'épauler l'Italie et l'Espagne à moins que vous ne vouliez qu'on décortique votre blocage méthodique de tout projet de défense européenne? Scholz tente désespérément de placer une phrase. Ses accusations sont... Mais Lecornu le coupe comme un juge tranchant un plaidoyer vide. Oh, ne sont rien d'autre que des faits documentés. Il brandit son dossier comme une arme. Dois-je lire les rapports de la commission? Ou est-ce que je laisse nos collègues transalpins vous rafraîchir la mémoire? À sa droite, le chef du gouvernement italien hoche la tête, l'espagnol l'imite, et Scholz comprend brutalement ses piliers historiques sont en train de s'effondrer. Lecornu reprend la parole, mais cette fois, sa voix est glacée comme l'acier. Vous savez, monsieur le chancelier, votre problème, c'est que vous avez confondu leadership avec autoritarisme. Là où un vrai leader fédère, vous divisez. Là où un grand homme inspire, vous imposez. Un frisson traverse la salle. L'assemblée d'ordinaire si mesurée semble figée par ce qu'elle entend. Jamais au grand jamais un Français n'avait parlé ainsi à un dirigeant allemand. Scholz, accoutumé à faire plier les volontés sous le poids du marque, vacille. La France est lasse de votre morgue, assène Lecornu. Assez de vos sermons constants, de votre suffisance déguisée en vertu de votre mépris enrubanné de principes. Et puis le mot tombe, net, tranchant, arrogance, une détonation dans la salle. Depuis des générations, personne n'avait osé l'utiliser aussi frontalement en face d'un chancelier. « Ah, vous tenez à nous faire la leçon en économie fort bien », lance Lecornu le regard dur. Mais avant de jouer les professeurs, commencez par faire vos devoirs. Engagez-vous dans un vrai budget européen. Mettez la main à la poche pour la transition écologique. Cessez de barricader vos marchés publics. Et surtout, donnez l'exemple au lieu de distribuer des sermons. Pris de court, Scholz tente de répliquer à bout d'arguments, mais l'Allemagne finance davantage que ce qui sert ses propres intérêts, oui, le coupe sèchement Lecornu. Vous n'êtes pas un bienfaiteur. Vous investissez pour préserver votre supériorité économique, pas pour faire avancer l'Europe. Alors Lecornu pivote lentement, balayant la salle du regard. « Mes amis, mes collègues, dit-il en s'adressant à l'Assemblée, voilà ce qu'il se passe. Il suffit qu'un pays ose remettre Berlin en question et on nous accuse d'ingratitude. Mais que cela soit clair, l'Union européenne ne doit rien à la bonté allemande. Nous avons bâti un projet d'égalité, pas un système de charité. » La phrase claque, et contre toute attente, la salle réagit.
Les dirigeants d'Europe de l'Est se lèvent sans attendre. Ceux du Sud leur emboîtent le pas, même certains proches de Berlin tapent dans leurs mains. Discrètement, mais sûrement, Louis Cornu vient de briser un tabou. Et visiblement, il n'était pas le seul à en rêver. Scholz est figé, désemparé. Ses yeux cherchent une échappatoire, mais il n'en trouve aucune. Seul planté au milieu d'un hémicycle qui ne le reconnaît plus, il encaisse. Sur son visage, un cocktail explosif de frustration contenue et de stupeur incrédule. Jamais depuis son arrivée à la chancellerie, il n'avait subi un tel revers, et surtout, pas en public, alors que l'air semble devenu plus dense, Louis Cornu s'assied avec un calme presque cérémoniel. Puis, d'une voix posée, presque douce, « Monsieur le chancelier, le temps où Berlin imposait sa volonté à l'Europe est terminé. Nous voulons bâtir ensemble entre égaux, mais plus question de plier. » Un silence tombe massif, presque irréel. Pas un souffle. Puis les murmures reviennent timides d'abord, puis croissants. Tous ont saisi que ce moment n'est pas qu'un incident de séance. C'est un tournant. En l'espace de 3 minutes, les plaques tectoniques du pouvoir européen ont bougé. L'onde de choc n'a pas attendu le lendemain. À peine la session terminée, les délégations convergent vers Le Cornu, comme des électrons attirés par une nouvelle force. On le félicite, on lui serre la main, certains lui soufflent à l'oreille, ce que tout le monde pense tout bas. Le chef du gouvernement italien murmure soulagé « Il fallait que quelqu'un enfin dise à Berlin ce que tout le monde n'osait formuler. » Son homologue espagnol renchérit « Ce moment, on l'attendait depuis une décennie. » Même les pays du Nord, jusqu'ici indéfectiblement arrimés à l'orbite allemande, commencent à se désolidariser. Le Premier ministre danois, discret mais incisif, lâche une phrase qui restera à Oni. « Vous venez de libérer le verbe européen. » Pendant ce temps, la délégation allemande reste figée, abasourdie. Les assistants de Scholz s'agitent en coulisses, tentant de colmater la brèche, mais il est trop tard, le navire a déjà pris l'eau. Jamais depuis la réunification, l'Allemagne n'avait été aussi seule dans une enceinte européenne, et très vite, l'information fait le tour du continent. Les médias s'en emparent comme d'une bombe diplomatique. ARD chaîne allemande claque un titre brutal, Scholz humilié à Bruxelles. La BBC plus analytique parle d'un point de bascule historique dans l'axe franco-allemand. Ray lui évoque le retour du panache français sur la scène européenne. Mais c'est Ron qui synthétise l'essentiel. Le Cornu vient de redessiner les lignes de pouvoir en Europe. Sur les réseaux, c'est un raz-de-marée. Le hashtag #LeCornuVS explose sur X, TikTok, Instagram. Les vidéos de la passe d'armes s'enchaînent, visionnées par des millions d'yeux. Et les commentaires pleuvent, enfin quelqu'un qui ose tenir tête à l'Allemagne, le Cornu, nouveau visage de l'Europe, Scholz ridiculisé par la France. En quelques heures, la diplomatie devient virale. Dans les capitales européennes, l'agitation est palpable. À Rome, Madrid, Varsovie, les téléphones chauffent, les sourires s'élargissent, l'onde de choc venue de Bruxelles est accueillie comme une libération. Ce que le Cornu a osé dire, nous en rêvions depuis des années. Glisse un diplomate italien. Il a juste mis des mots sur ce que tout le monde pensait en silence. Pendant ce temps, à Berlin, c'est le flou total. L'équipe de Scholz hébété tente de comprendre comment un chef de gouvernement a-t-il pu frapper aussi juste, aussi fort, aussi préparé. Et ce dossier qu'il a sorti au bon moment, d'où sortait-il le BND? Les services de renseignement allemands se retrouvent embarqués dans une autopsie politique d'urgence. Il leur faudra des semaines pour déchiffrer les angles morts de ce fiasco. À l'Élysée, c'est une toute autre ambiance. Le président Macron, qui avait donné carte blanche à son Premier ministre, contemple la scène avec la satisfaction d'un stratège. « Il a été impeccable », souffle-t-il à ses proches. Une démonstration de force maîtrisée au bon moment. Mais ce n'est pas qu'un coup d'éclat. Dans les jours qui suivent, les lignes bougent. Des projets européens que Berlin bloquait depuis des mois commencent soudain à reprendre vie. Le budget de défense européen, jusqu'ici enterré par les objections allemandes, est dépoussiéré. La taxe carbone aux frontières, freinée par Scholz, accélère. En 3 minutes de courage, maîtriser le Cornu a obtenu ce que des années de diplomatie n'avaient en su arracher, replacer l'Allemagne là où elle n'avait plus l'habitude d'être à égalité. Là où beaucoup le voyaient encore comme un technocrate discret engoncé dans les chiffres et les notes internes,
Il s'impose désormais comme une figure politique de premier plan. Un meneur, un stratège, un poids lourd européen. Sa manière d'avoir tenu tête sans trembler à la première puissance du continent en a sidéré plus d'un. Et les échos de cette scène se répercutent immédiatement dans toutes les chancelleries. À Rome, Giorgia Meloni convoque son équipe dans l'heure. L'atmosphère est grave, presque solennelle. « Ce que nous venons de vivre, c'est un basculement », dit-elle. Le cornu a brisé un tabou que personne n'osait toucher. Il a parlé franchement à Berlin. Et il a été applaudi. Son ministre des Affaires étrangères renchérit « C'est notre chance. Si Paris peut dire non à l'Allemagne, alors nous aussi. C'est le moment de reprendre l'initiative sur nos dossiers. » Pendant ce temps, à Madrid, l'ambiance vire à l'euphorie contenue. Pedro Sánchez, harcelé depuis des mois par les injonctions allemandes sur ses dépenses publiques, savoure sa revanche. Il fallait que quelqu'un le dise, l'empereur est à poil, lâche-t-il devant son gouvernement. Scholz s'est cru seigneur, nous traitant comme des subalternes. Le cornu lui a rappelé qu'on n'était pas des vassaux, mais des partenaires. À Varsovie, c'est une explosion de satisfaction. Mateusz Morawiecki n'en revient pas. Ce que la France vient de faire en 3 minutes, nous le tentons depuis 3 ans. Berlin vient de prendre une claque. Et ça, c'est historique. Viktor Orban, pourtant connu pour ses bras de fer constants avec Bruxelles, ne cache pas son respect. Ce que le cornu vient de prouver, c'est qu'on peut contester Berlin sans claquer la porte de l'Union. Déclare-t-il avec un demi-sourire. Une masterclass de politique européenne. Rien de moins. Mais c'est à Prague que l'on mesure le plus clairement l'impact psychologique de cette claque diplomatique. Traditionnellement en retrait lorsqu'il s'agit de critiquer Berlin, le Premier ministre tchèque sort de sa réserve. Face aux journalistes, il lâche « Monsieur le cornu a mis des mots sur un malaise collectif. Depuis trop longtemps, l'Allemagne nous traite comme de simples clients, pas comme de véritables partenaires. Un tabou vient de tomber. À Berlin, c'est la panique sous les dorures. Les murs de la chancellerie renvoient des échos confus, surprise, colère, incrédulité. L'équipe de Scholz cherche encore comment une telle déroute a pu se produire en plein cœur de l'Europe et en pleine lumière. On les a pris de haut, et maintenant on en paie le prix, murmure un conseiller. Les services de renseignement allemands en alerte maximale décortiquent chaque mot, chaque geste. Comment le cornu a-t-il obtenu des informations aussi précises sur les tractations commerciales qui lui a livré les chiffres sensibles sur les dossiers énergétiques? Le patron du renseignement finit par lâcher d'un ton grave « Ce n'est pas un adversaire improvisé. C'est un stratège froid. Il va falloir revoir de fond en comble notre façon de gérer la relation avec Paris. » Dans la presse allemande, c'est un véritable séisme médiatique. Les unes claquent comme des gifles. Der Spiegel titre sans détour « Scholz humilié ». Die Zeit parle d'un crépuscule de l'hégémonie allemande en Europe. Même Bild, d'ordinaire plus prompt à flatter qu'à réfléchir, lâche un aveu inattendu. Le cornu a marqué des points. Les éditorialistes n'ont plus le choix, il faut regarder la vérité en face. L'un d'eux résume le malaise national. Nous avons cru à tort que notre puissance économique suffisait à imposer le respect. Mais le cornu vient de nous rappeler que la diplomatie, elle demande du fond et du cran. Mais ce qui glace le sang à Berlin, ce n'est pas que l'humiliation, c'est l'isolement. Les partenaires historiques de l'Allemagne, un à un, commencent à prendre leur distance. Les Pays-Bas, généralement alignés cette fois, ils s'éloignent prudemment. Mark Rutte, en aparté, lâche une phrase assassine. Scholz a franchi la ligne rouge. Le cornu a fait ce que nous n'osions plus faire, le remettre à sa place. Et même Vienne, l'allié économique la plus loyale de Berlin, prend ses précautions. Le chancelier autrichien habituellement mesuré se permet une sortie rare. L'Europe ne peut plus continuer à suivre aveuglément le cap dicté par Berlin. Pour la chancellerie allemande, c'est un cauchemar diplomatique. L'Allemagne n'est plus le centre mais une île. L'affaire franchit rapidement les frontières de l'Europe. Les médias internationaux s'emparent du sujet comme d'un feuilleton diplomatique à grand spectacle. La BBC dégaine un documentaire exclusif intitulé « Scholz », humilié par le cornu. CNN décrypte le nouveau bras de fer entre Paris et Berlin. Même Fox News, d'ordinaire peu porté sur les subtilités européennes, y va de sa pique, la France gifle l'arrogance allemande. Le New York Times publie un éditorial salué par les experts.
Le Cornu réhabilite la grandeur de la diplomatie française et le Washington Post frappe fort avec un titre aussi simple qu'efficace « 3 minutes qui ont fait vaciller l'Europe ». Résultat, cette couverture médiatique mondiale ne fait qu'amplifier la portée politique du coup d'éclat français. Le nom Le Cornu résonne désormais jusqu'à Washington, Tokyo et Sao Paulo. Dans les grandes universités américaines, l'épisode devient un cas d'école. Les départements de relations internationales s'en emparent. À Harvard, un professeur s'enthousiasme. Ce que Le Cornu vient de démontrer, c'est que le cerveau peut l'emporter sur le muscle. Au MIT, ce n'est pas le fond qui fascine, mais la forme. La manière dont il a retourné la dynamique du sommet est bluffante. Une leçon de stratégie politique pure. Puis cette conclusion mordante, Scholz croyait venir pour sermonner. Il est reparti corrigé. La réplique économique n'a pas tardé. À peine quelques jours après le clash, les marchés s'agitent, mais dans le bon sens. Pour certains, l'euro remonte la pente face au dollar comme s'il venait de retrouver une colonne vertébrale politique. L'image d'une Europe moins inféodée à Berlin plaît aux investisseurs. Un analyste londonien lâche presque soulagé. Cela faisait longtemps qu'on espérait voir autre chose qu'un diktat allemand sur Bruxelles. Grâce à Le Cornu, le projet européen regagne en cohérence. À Paris, les écrans de la bourse s'illuminent de vert. Les entreprises françaises jubilent. Cette démonstration de force politique ouvre la porte à une réécriture des rapports économiques avec leurs homologues allemands. Le PDG d'un géant du CAC 40 s'enthousiasme. Grâce à cette claque diplomatique, on peut enfin passer à l'offensive. Le Cornu vient de transformer une frustration silencieuse en levier d'action. Pendant ce temps, à Francfort, le ton est nettement plus sombre. Du côté allemand, on fronce les sourcils. Inquiets de ce changement brutal de dynamique, les industriels accélèrent les réunions de crise avec le gouvernement. Un banquier influent avoue « La donne a changé. L'Allemagne n'est plus seule à la barre. Il va falloir naviguer autrement. » À Bruxelles, les plaques tectoniques du pouvoir commencent à bouger. Dans les couloirs feutrés de la Commission européenne, une chose devient claire, l'époque du suivisme pro-allemand touche à sa fin. Même Ursula von der Leyen, pourtant issue de la maison Berlin, glisse discrètement à Le Cornu un mot de remerciement pour avoir ravivé le débat européen. Traduction elle aussi sans que le vent tourne. Du côté du Parlement européen, l'ambiance se métamorphose. Les eurodéputés français, longtemps timorés face à l'influence allemande, relèvent désormais la tête. Grâce à Le Cornu, on sait qu'il est possible de dire non à Berlin sans être marginalisé, affirme l'un d'eux. Et au sein du Conseil européen, changement de ton également. Le Belge Charles Michel, d'ordinaire très diplomate, confie en aparté « Ce que Le Cornu a fait, ce n'est pas un discours, c'est un déclic. » Depuis, chacun se sent autorisé à contester la ligne allemande à voix haute. Et les effets ne tardent pas à se matérialiser. 3 mois plus tard, le paysage institutionnel a changé. Le budget commun pour la défense que Berlin bloquait méthodiquement est enfin validé. Sur plusieurs grands projets industriels, la France remporte des arbitrages décisifs. Et même dans les rangs allemands, le ton change. Un diplomate de Berlin lâche la mine grave. On ne peut plus imposer nos vues comme avant. Le Cornu a rebattu les cartes. À nous maintenant de jouer autrement. Pour Olaf Scholz, la déflagration est personnelle et brutale. Sa cote de confiance s'effondre dans les sondages. Pour la première fois depuis le début de son mandat, l'opposition passe devant. Un quotidien conservateur titre sans détour « Scholz a couvert l'Allemagne de ridicule » et dans l'édito, un constat glaçant « Il a révélé notre vulnérabilité face à Paris ». Même au sein de son propre camp, l'ambiance tourne au vinaigre. Les barons du SPD, d'ordinaire prudents, chuchotent de plus en plus fort. Il faut songer à tourner la page. Olaf n'a plus aucune crédibilité à Bruxelles. Et une voix interne résume la pensée collective. Après un tel camouflet, comment pourrait-il encore parler d'égal à égal aux autres? À l'opposé du ring diplomatique, Le Cornu savoure une ascension fulgurante. Son téléphone sonne de toutes les chancelleries, Rome, Madrid, Varsovie. Tous veulent rencontrer l'homme qui a osé dire non à Berlin. Un diplomate français résume la tendance. Sébastien est devenu la rockstar de la politique européenne. Il incarne un retour en force de l'influence française,
pas par les chiffres, mais par la stratégie. Et quand dans quelques mois les analystes se pencheront sur cette séquence, ils marqueront d'une croix cette date, le jour où la France a repris le devant de la scène, pas par la puissance économique mais par l'audace d'un homme et l'art de la parole. Le Cornu a prouvé qu'en Europe, il est encore possible de renverser les géants. Ce jour-là, quelque chose a basculé dans l'histoire de l'Europe. En moins de temps qu'il ne faut pour faire chauffer un espresso, l'illusion d'un continent dominé par Berlin s'est dissipée. Ce n'était plus un protectorat économique, mais une vraie union d'États, chacun debout, yeux dans les yeux. Et à l'origine de ce déclic, 3 minutes d'audace tricolore face à une arrogance devenue ordinaire. Mais ne croyez pas que tout s'est arrêté là. Cette passe d'armes a eu l'effet d'un séisme silencieux. Dans les jours qui suivent, c'est toute la mécanique bruxelloise qui grince, s'ajuste, se redessine. À Washington, les antennes se dressent. Le secrétaire d'État convoque FISA son staff Europe. Le Cornu vient de rebattre toutes les cartes sur le vieux continent. Lâche-t-il l'air grave? On tient peut-être là notre nouveau point de contact principal. Au Pentagone, on révise les stratégies. Si Paris commence à rivaliser sérieusement avec Berlin sur le terrain militaire, il va falloir ajuster nos jeux d'alliance, glisse un général américain. Même la CIA met à jour ses rapports. Berlin n'est plus l'unique locomotive de l'Union. Paris redevient un pôle d'influence stratégique. Du côté de Pékin, c'est un sourire discret mais satisfait qui s'affiche. Une rivalité Paris-Berlin parfait pour nos affaires, glisse un diplomate chinois avec un air entendu. Dans les couloirs du pouvoir, on commence à voir en Le Cornu une carte nouvelle à jouer, moins prévisible que Scholz, peut-être plus souple, sûrement plus opportun pour les tractations commerciales. Des invitations discrètes mais fermes partent vers Paris-Pékin aimerait bien recevoir ce nouveau visage de l'Europe. La France, façon Le Cornu, nous inspire davantage confiance que l'Allemagne de Scholz, murmure un cadre du parti. Au Kremlin, même tonalité, mais avec des pincettes. Moscou observe, calcule, jauge. Ce Français semble moins braqué que Scholz, commente un proche de Poutine. Son franc-parler contre Berlin résonne agréablement aux oreilles russes. Le signal est clair, tester les lignes, explorer les failles, profiter du flottement franco-allemand pour regagner un peu de marge diplomatique. Rien de frontal, mais les balises sont lancées. Et à l'autre bout du continent, en Afrique, on prend aussi le pouls du nouveau paysage européen. Si Paris reprend l'ascendant en Europe, nos marges de manœuvre changent aussi, analyse le président sénégalais. Les capitales africaines flairent l'opportunité, la recomposition du leadership européen pourrait rouvrir des dossiers figés. Le Cornu, sans le vouloir, redonne à certains le levier qu'ils attendaient depuis des années. Du Levant à la péninsule arabique, les regards sont tournés vers Paris. Le Cornu semble avoir mieux saisi nos enjeux sécuritaires que Scholz ne l'a jamais fait, lâche un diplomate israélien d'un ton mesuré mais ferme. Les Émirats, toujours prompts à capter les signaux diplomatiques, organisent en urgence une visite officielle du chef du gouvernement français. Objectif, poser les jalons d'une coopération nouvelle, plus directe, moins verrouillée par Berlin. Côté Amérique latine, l'ère du changement venu d'Europe souffle aussi fort. À Brasilia comme à Buenos Aires, on voit dans ce nouvel équilibre un boulevard pour se repositionner. La France pourrait devenir notre interlocuteur principal sur le vieux continent, se réjouit le président brésilien. Le Mexique, quant à lui, met sur la table une proposition inattendue, un sommet tripartite, France-Mexique-UE, histoire de court-circuiter l'axe germanique habituel. À Berlin, l'ampleur des dégâts devient difficile à masquer. Dans les chancelleries, l'alarme a sonné, certains partenaires stratégiques délaissent discrètement l'Allemagne au profit de Paris. Nous ne sommes plus le centre de gravité européen, glisse avec amertume un ambassadeur allemand. La diplomatie berlinoise tente d'éteindre l'incendie à coups de visites d'appel et de relance, mais le mal est profond. Et l'ombre de l'humiliation de Scholz continue de planer sur toutes leurs initiatives. Les Français sont en train de capitaliser sur leur nouvelle aura internationale, grince le PDG d'un conglomérat allemand visiblement irrité. Dans de nombreuses zones stratégiques, les exportateurs allemands voient leurs signaux, leur position rognée peu à peu par leurs homologues français, dopés par cette soudaine vague de prestige hexagonal.
Mais c'est dans le domaine culturel que le phénomène Le Cornu devient carrément viral. Les instituts français à l'étranger renouent avec des files d'attente ateliers, plein conférences, bondées, inscriptions en hausse. Depuis ce discours, les élites mondiales veulent percer le secret de cette France qui ose, témoigne un directeur d'Alliance française. Pendant ce temps, les centres culturels allemands tentent tant bien que mal de remplir leurs salles. Dans les universités, la tendance se confirme. Le français supplante l'allemand dans les cursus de diplomatie, de géopolitique, même de commerce. Le Cornu a rendu la France sexy à nouveau, admet avec humour un professeur de Harvard, et les marchés, eux, ne s'y trompent pas. À Londres, les fonds d'investissement réorientent une partie de leurs capitaux vers les groupes tricolores. À New York, les analystes parlent d'un pivot stratégique, et à Hong Kong, un nouveau terme fait son chemin dans les salles de marché, le Cornu Effect. Autrement dit, quand l'intelligence politique devient un avantage concurrentiel, les agences de notation ne sont pas restées sourdes à ce changement d'équilibre, porté par l'autorité retrouvée de la France, sous l'impulsion de Le Cornu, la confiance grimpe. Standard & Poor's et Moody's ajustent leurs grilles. La France bénéficie d'une perspective revalorisée pendant que celle de l'Allemagne glisse discrètement vers la baisse. La parole de Scholz ne pèse plus autant sur la scène internationale, justifie l'un des analystes. 12 mois plus tard, le constat est sans appel. Le Cornu a non seulement redoré le blason de Paris, mais il a replacé la France au centre du jeu européen, et bien au-delà. Son nom circule désormais dans toutes les capitales comme celui d'un stratège capable de retourner une crise en levier de puissance. Ce qu'il a accompli, c'est plus qu'un discours, c'est une démonstration de leadership tactique, commente un ambassadeur français auprès de l'ONU. À l'Élysée, Emmanuel Macron observe cette ascension avec satisfaction. En 3 minutes, Sébastien a accompli ce que 3 ans de diplomatie feutrée n'ont pas pu produire, glisse-t-il à son entourage. Dans les couloirs du pouvoir, une rumeur enfle, le président songerait à propulser le Cornu vers un poste international d'envergure. Et tout indique que le monde serait prêt à l'accueillir à bras ouverts. Pour Olaf Scholz, la pente est glissante et la chute semble sans fin. Depuis la tempête bruxelloise, ses partenaires européens détournent le regard avec gêne. Le crédit politique d'Olaf est désormais à découvert, souffle un diplomate scandinave laconique. Le chancelier tente bien quelques gestes de réhabilitation des discours des rencontres, mais l'effet est quasi nul. Sa cote dégringole dans les sondages, il est désormais relégué loin derrière l'opposition conservatrice. La presse allemande, elle ne mâche plus ses mots. Le Frankfurter Allgemein n'hésite pas. Face à Paris-Scholz à traîner l'Allemagne dans la honte, il doit tourner la page. Et dans les rangs du SPD, le feu couve. Certains barons du parti appellent clairement à un nouveau capitaine pour éviter le naufrage. Olaf ne peut plus parler au nom de l'Allemagne sans qu'on lève les yeux au ciel, lâche un cadre amer. Une motion de défiance interne commence même à circuler en coulisses. Le monde économique, lui aussi, grince des dents. Ces faux pas diplomatiques nous coûtent plus cher qu'une crise du gaz, fulmine le président de la Fédération industrielle allemande. Les grands patrons perdent patience, marché perdu, alliance, fragilisé, crédibilité en berne. Et comme souvent dans la politique, l'odeur de faiblesse attire les vautours. Ses partenaires les plus fidèles, Pays-Bas, Autriche, Danemark, prennent discrètement leur distance. Berlin se vide de ses soutiens. Scholz se retrouve seul au sommet et de plus en plus près du vide. On ne peut plus se permettre d'être assimilé à une posture aussi molle. Lâche un ministre néerlandais avec une grimace. Le naufrage diplomatique allemand a eu un effet secondaire spectaculaire, propulsé Sébastien Le Cornu en tête des affiches européennes. Il est désormais invité partout des capitales aux conférences et devient le mentor inattendu d'une génération de dirigeants en quête d'inspiration. Ce type incarne le vent frais qui soufflait cruellement sur l'Europe, déclare la chef du gouvernement italien, visiblement conquise. En seulement 3 minutes, une secousse a ébranlé des décennies de confort berlinois, et c'est Le Cornu sans armure, mais avec du cran, qui a osé ébranler la forteresse allemande. Une démonstration éclatante qu'en géopolitique, le courage et la stratégie peuvent faire vaciller même les géants les plus sûrs d'eux. Scholz lui l'a appris à la dure en politique internationale, l'arrogance ne pardonne pas. Elle finit toujours par revenir frapper celui qui l'exhibe.
2 ans se sont écoulés, mais l'onde de choc ne faiblit pas. À Oxford, on inaugure un cursus flambant neuf baptisé « L'effet le corps nu », devenu matière à réflexion pour les stratèges en relations internationales. Outre-Atlantique, Harvard s'empare elle aussi du phénomène. Un séminaire entier est désormais dédié à cette passe d'armes diplomatiques élevée au rang de cas d'école. Ce que nous décortiquons ici, c'est la manière dont quelques minutes peuvent bouleverser les équilibres géopolitiques, explique un professeur fasciné. Même les écoles de commerce s'y mettent. HEC Paris intègre désormais l'exploit dans ses cours de négociation. Ce que Lecornu a accompli, c'est l'art de renverser une situation perdante avec calme tact et un certain panache, salue un enseignant. C'est devenu notre modèle numéro 1 de maîtrise communicationnelle. À des milliers de kilomètres, l'Asie, elle aussi, observe ce bouleversement avec une attention presque studieuse. Au Japon, des analystes politiques s'extasient. Lecornu a joué comme un maître de Go. Commente un expert, il a resserré l'étau sans jamais lever la voix. À Tokyo, l'idée d'inviter le Premier ministre français pour une conférence sur le leadership asiatique circule sérieusement. Quant à l'Inde, elle ne reste pas en retrait. Narendra Modi, intrigué par la méthode, s'en inspire et en discute avec ses stratèges. Ce Français a percé le secret, il sait comment faire plier les grands sans lever le ton, aurait-il déclaré. Et New Delhi saute sur l'occasion, un sommet Inde-France se prépare, avec Berlin soigneusement mis à l'écart. Même aux antipodes, le parfum du nouveau leadership français séduit. À Canberra, le ton est donné. Grâce à Lecornu, nous avons enfin une option européenne qui ne parle pas calmement, lâche le Premier ministre australien, mi-amusé, mi-séduit. Résultat, une série d'accords signés directement avec Paris court-circuitant les circuits habituels de Berlin. En Corée du Sud, on sent aussi le vent tourner. Séoul voit dans cette montée en puissance de la France une bouffée d'air frais dans son carnet de partenaires. Avec Lecornu, c'est simple, il nous écoute contrairement à Scholz, glisse un ministre sud-coréen, les Allemands misent sur la touche. Un accord technologique de grande ampleur est signé sans même une invitation pour leurs entreprises, et à Wellington, même refrain. La Nouvelle-Zélande propose un pacte indo-pacifique avec Paris mais sans Berlin. Lecornu a ce souffle, cette audace que nous recherchons chez un partenaire, justifie le Premier ministre kiwi. Moralité, l'hémisphère sud redessine sa carte des affinités et l'Allemagne n'y trouve plus sa place. Dans le Golfe aussi, le charme opère. L'Arabie saoudite n'attend pas, Lecornu est invité à Riyad pour jeter les bases d'une alliance énergétique sur mesure. Berlin est trop rigide. Paris, au contraire, sait dialoguer, souffle un diplomate saoudien. Les Émirats arabes, unis eux, poussent encore plus loin le curseur, une coopération stratégique est mise sur la table clairement pensée pour marginaliser qui vous savez. Lecornu a saisi nos priorités là où d'autres n'ont vu qu'un marché, affirme un ministre émirati. Et pendant que Berlin regarde ailleurs, le Qatar enfonce le clou, un forum économique est organisé avec Paris et les entreprises allemandes restent à la porte. Une brise venue de l'Élysée souffle sur l'Afrique subsaharienne et avec elle un réalignement inattendu. À Accra, le Ghana ouvre le bal en proposant un traité commercial taillé sur mesure pour la France, laissant entendre que Berlin n'est plus en odeur de sainteté. À Nairobi, c'est tapis rouge pour Lecornu, invité d'honneur pour le lancement de nouveaux chantiers d'infrastructures. Il est reçu comme un bâtisseur d'avenir. Paris reprend sa place dans notre cœur européen, déclare fièrement le président kenyan. Le plus frappant, Pretoria, d'habitude adepte de l'équilibre diplomatique, laisse filtrer sa préférence. Avec Lecornu, on sent une sincérité rare. Glisse un conseiller nommé, clin d'œil assumé, Nelson Mandela Bay. La vague atteint Gaborone et Kigali où le Botswana et le Rwanda apposent leur signature à des accords bilatéraux. La messe est dite, la dynamique francophone écrase l'ancien monopole germanique. Dans les couloirs des grandes organisations internationales, la bascule est palpable. À New York, Lecornu fédère un groupe d'États émergents autour de propositions tricolores. Un diplomate africain glisse. Sébastien a fait en quelques mois ce que Scholz n'a jamais su faire. L'UNESCO, nouveau patron, nouveau drapeau, le candidat français décroche le poste au nez et à la barbe du favori allemand.
Le FMI, jusque-là très marqué par Berlin, glisse discrètement vers Paris. La Banque mondiale ajuste ses leviers. L'OMC n'est pas en reste depuis l'écornu la France parle et on l'écoute, résume sans détour son directeur général. Conclusion, le soft power français incarné par une audace bien calibrée éclipse l'austérité technocratique de l'Allemagne. Un raz-de-marée tricolore s'abat sur la planète culture. Dans les facs américaines, les amphis de français affichent complet. Les jeunes veulent décoder le phénomène l'écornu, confie un professeur de Columbia mi-amusé, mi-fasciné. Les business schools du vieux continent s'arrachent les conférenciers made in France. Le français, que certains disaient ringard, retrouve des couleurs dans les programmes internationaux. Grâce à l'écornu, la langue de Molière est redevenue désirable, lâche Hillard, un linguiste de Cambridge. Cerise sur le croissant, Hollywood s'empare de l'affaire. Le duel diplomatique, Lecornu versus Scholz. Un producteur le qualifie de House of Cards version Bruxelles. Netflix, bien sûr, ne rate pas le coche, une série sur l'ascension de Lecornu est déjà en développement. Côté mode, Paris reprend son trône sans discussion. Les créateurs français s'affichent sur tous les podiums de Tokyo à São Paulo. Grâce à Lecornu, la France est redevenue chic aux yeux du monde. Jubile un directeur artistique, Milan relégué, Berlin invisible. Dans les assiettes aussi, la révolution se goûte. Les bistrots français fleurissent de New York à Séoul. L'effet Lecornu a dopé tout ce qui sent le camembert, rigole un chef doublement étoilé. Même les caves trinquent à ce succès, les ventes de vins made in France battent des records. Et le Sport Paris rafle les grands événements, enchaîne les candidatures gagnantes. La France de Lecornu, c'est l'énergie du renouveau, affirme un cadre olympique. Et pendant ce temps-là, le Tour de France rêve déjà de s'exporter à l'international. Le monde redécouvre la France à la sauce Lecornu. Tandis que Paris rayonne, Berlin encaisse. L'Allemagne, jadis pilier inébranlable de l'Europe, vacille sous le poids de sa propre arrogance. Scholz, à bout de souffle, finit par jeter l'éponge. Après ce fiasco bruxellois, je ne peux plus incarner l'Allemagne avec crédibilité. Un départ amer, presque contraint, sous les applaudissements étouffés de ses détracteurs. Son successeur hérite d'un chantier diplomatique en ruine. Leçon apprise, la fortune ne suffit plus pour inspirer le respect, murmure-t-il presque admiratif du camouflet infligé par Paris. Berlin-Penaud tente un rapprochement. Mais Lecornu, désormais stratège en chef du continent, fixe les règles, la France discutera. À condition que l'Allemagne accepte une chose que l'Europe ne lui appartient pas. La table des négociations est dressée, mais cette fois, c'est Paris qui choisit le menu. 3 années se sont écoulées depuis ce moment suspendu à Bruxelles. Et le monde s'est métamorphosé. Lecornu, hier encore inconnu du grand public, est devenu l'invité incontournable de tous les sommets internationaux. Consulté, écouté, courtisé, il a transformé 3 minutes de panache en capitale diplomatique mondiale, résume un historien admiratif. La France, sans brandir l'épée, a retrouvé sa grandeur, simplement en maniant l'art de bien parler au bon moment.